accompagné d'Éric Monpetit, agent de programmation cinéma chez Odyssène, afin de vous présenter la programmation du Ciné-Gros pour le printemps 2022. C'est une saison de cinéma qui va débuter avec de magnifiques paysages d'hiver, même si c'est le premier film du printemps et qu'il sera présenté le 6 avril. On parle ici de Bootlegger. C'est un film québécois de la réalisatrice Caroline Monet qui met entre autres en vedette Samian, la jeune Davry Jacobs et une apparition spéciale de Joséphine Bacon. Ça va bien démarrer notre saison, même si c'est un film en apparence d'hiver. C'est plutôt un film de printemps ou de fin d'hiver. Mais les paysages, en tout cas, on va les reconnaître. C'est nos grandes forêts boréales, nos forêts du Nord. C'est un film donc d'une réalisatrice Anishinaabe, Caroline Monet, qui a en fait une espèce de double identité parce que son papa était français, donc elle a vécu entre la Bretagne et le Canada. Et c'est une artiste touche à tout. C'est son premier film, mais on la connaît surtout en art visuel, mais elle a aussi fait du théâtre. Elle fait aussi du théâtre. Elle écrit pour le théâtre. Bref, c'est une réalisatrice donc qui va nous ramener dans les enjeux finalement de la condition autochtone avec Bootlegger. Pour ceux qui ne connaissent pas l'origine du mot, ben, c'est des contrebandiers d'alcool. Hein, c'est ceux qui cachaient des bouteilles d'alcool dans leurs bottes. On les appelle des bootleggers aux États-Unis. Et donc, c'est un film sur les effets du colonialisme, sur comment, finalement, on s'est aussi servi de l'alcool au Canada pour mieux assimiler les Premières Nations. C'est un film original. C'est un film qui est visuellement magnifique. Bien justement, pour vous faire rêver, peut-être vous réconcilier avec l'hiver et ses magnifiques paysages. Et pour vous montrer la magnifique distribution, on regarde un extrait. Tu viens faire quoi ici? Finir mon projet de recherche. Tu viens, tu prends, puis tu repars. Coco? C'est la réunion du conseil de bande. J'aimerais ça que tu ailles nous représenter. Je travaille tout le temps, mais j'ai besoin d'aide. Bon, on a installé des postes de surveillance aux entrées de la réserve. C'est le mieux que je peux faire? L'alcool passe pareil. Puis y a personne pour pointer du doigt. La prohibition, c'est une vieille loi paternaliste. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. C'est notre décision à nous d'interdire l'alcool. La communauté peut gagner de la fierté si elle prend le contrôle. Tu débarques avec ton éducation de cowboy? Puis tu veux nous dire comment fonctionner? T'es allé trop loin. Soit tu m'aides, soit tu fermes ta gueule. Pourquoi la loi sur la prohibition existe? C'était une façon pour le gouvernement de nous assimiler. J'aurais pas dû attendre pour venir te voir. Prochain film, c'est une projection qui était prévue à l'hiver, mais qui a été annulée à cause de la fermeture des salles qu'on connaît. On vous présente Les Oiseaux ivres le 20 avril prochain. C'était le film que le Canada avait choisi pour être représenté aux Oscars. Bon, le film n'a pas fait la dernière coupure, il ne s'est pas rendu à la finale, mais ça reste un film absolument extraordinaire à tous les points de vue, autant au niveau des thèmes originaux, mais aussi de la réalisation. Il y a de tout dans ce film-là. Disons pour commencer que c'est un film sur la condition des travailleurs saisonniers qui viennent du Sud et qui viennent travailler dans nos champs au Québec. Le réalisateur est Garibovitch, Ivan Garibovitch, a entré en contact sur la rive sud de Montréal avec des groupes de travailleurs, puis il s'est dit, c'est quoi cette vie-là? Puis il s'est intéressé à eux, puis il s'est greffé un scénario finalement autour de cet univers-là qui va nous amener à parler à la fois donc, de la condition des travailleurs étrangers, mais aussi des considérations sur le couple, l'amour. Il y a un amour fou dans ce film-là. C'est aussi un film sur le mensonge, sur l'exploitation et sur une autre forme finalement, pour faire un lien avec Bootlegger, sur une autre forme, je dirais, d'exploitation sur laquelle il faut qu'on se penche nécessairement dans une société comme la nôtre. Comment on traite ces
ces étrangers, finalement, qui contribuent à notre vie collective d'une façon super importante. C'est un travail visuel absolument magnifique aussi du côté des oiseaux ivres. Donc, un régal pour les yeux. Bien, parce que justement, la bande-annonce est excellente. On va aller en voir un extrait. Le 4 mai, on quitte le Québec pour se rendre au Japon avec le film Drive My Car. C'est un film qui cumule les nominations pour la prochaine cérémonie des Oscars, notamment meilleur film en langue étrangère, meilleure réalisation et l'ultime catégorie, meilleur film. Oui, et là, je pense que je ne vais pas brûler des punchs, là, mais je pense que c'est le film de l'année. C'est le film à voir. Il y a des films comme ça chaque année qui font parler d'eux partout dans le monde, dans les festivals. Drive My Car, je pense que c'est ça. Je pense que c'est lui cette année. C'est un film adapté d'une nouvelle d'un auteur japonais. Et donc, ça raconte l'histoire d'un metteur en scène de théâtre qui est en deuil de sa femme et qui accepte de diriger une pièce de Tchekhov à Hiroshima. Et le festival qui l'accueille lui offre quelqu'un pour conduire sa voiture. Et donc, de la maison au théâtre, ben, il va y avoir une espèce de huis clos, de conversation entre cette jeune conductrice qui va s'occuper de lui et lui. Deux personnages de deux générations différentes. Et l'enjeu du film, paraît-il, c'est vraiment ça. C'est cette discussion, c'est l'échange de paroles entre les deux personnages, mais en même temps, c'est admirablement bien filmé. C'est cette espèce de mélange d'un scénario vraiment original, vraiment bien écrit, des références au théâtre et une réalisation visuelle vraiment impeccable qui fait, je pense, le succès de ce film-là. Et c'est un film sur le pouvoir de l'art qui aide à mieux vivre. Donc, je pense que tout est réuni pour qu'on voit quelque chose comme un film culte, éventuellement. S'il y a un incontournable de notre programmation, ce sera donc celui-là. Oui. Et le 18 mai, on vous présente un documentaire québécois, Dehors, Serge, dehors. Oui. Ça, c'est un documentaire qui a beaucoup fait parler de lui à l'automne, au moment où les rencontres internationales du documentaire de Montréal ont eu lieu. C'est un duo de réalisateurs, Martin Fournier et Pierre-Luc Latulippe, qui avaient réalisé il y a quelques années un documentaire qui s'intitulait Manoir, qui avait fasciné ceux qui l'ont vu. Le film a remporté le prix collégial du cinéma québécois à l'époque. Et là, il nous arrive avec quelque chose qu'on n'a pas vu venir. Ce sont deux admirateurs du comédien Serge Thériault. Et donc, ils ont eu l'intention de faire un film autour de lui, de son univers. Serge Thériault, c'est évidemment La Petite Vie, c'est Ding et Dong pour les plus vieux d'entre nous. C'est aussi Les Boys. C'est un acteur comique, mais c'est aussi un acteur dramatique. Pour ceux qui ont vu Gaspard Blues, Serge Thériault est vraiment excellent dans ce film-là. Puis là, ils apprennent qu'il est en dépression et qu'il est enfermé chez lui depuis plusieurs années. Et donc, le film qui devait porter sur lui va devenir un film sur les gens qui l'accompagnent, sa conjointe et les voisins d'en bas. Alors, c'est un film qui s'intitule Dehors, Serge dehors, qui était la pièce, une chanson que Ding et Dong chantait à la fin de chacun de leurs spectacles. C'était Dehors, public, mon cher public, dehors. Mais là, ça devient Dehors, Serge dehors. On essaie de le faire sortir finalement de son enfermement et ça devient un film super touchant,
sur la maladie mentale, évidemment, et sur les défis, finalement, que ça représente pour tous les gens autour du protagoniste. Donc, c'est pas tant un film voyeur, c'est plutôt un film sur une réalité à laquelle on est de plus en plus sensible dans notre société. Assurément un documentaire qui fait œuvre utile. Oui. Le 1er juin, on vous présente un film norvégien, Julie en 12 chapitres, dont l'actrice principale a remporté le prix d'interprétation féminine au dernier festival de Cannes. Oui, ça c'est intéressant parce qu'elle a obtenu ce prix avec une performance qui n'est pas, qui est pas spectaculaire. Elle joue juste bien et vraiment, elle joue juste. C'est comme si il y avait un réalisme dans son jeu, quelque chose de tout à fait, de tout à fait approprié. Puis en même temps, ben oui, elle brille. Elle a un regard, un sourire. Elle a vraiment quelque chose de magnétique, beaucoup de charisme. Et j'avais été personnellement fasciné par un film de Joachim Trier, le réalisateur donc, de Julie en 12 chapitres, qui s'intitulait Oslo. Et ce film-là, Julie en 12 chapitres, fait partie un peu de la même trilogie, c'est-à-dire des films dont l'action se passe à Oslo et qui s'intéressent, le thème qui réunit les films de la trilogie, c'est le désenchantement. Alors, il y avait la thématique du suicide et de la maladie mentale dans Oslo. Cette fois-ci, ça raconte l'histoire de Julie, jeune trentenaire, qui a tous les talents et devant un ensemble de choix, elle pourrait étudier en médecine, elle va se lasser de ça, elle va aller en photographie, elle va devenir bibliothécaire ou plutôt libraire dans une petite librairie. En amour, ben, c'est pareil. Elle vit de belles histoires, mais il y a toujours un moment où elle se désenchante. Alors, c'est étonnant comme film parce que on aime les grands drames avec des trames narratives très claires, des clashs entre les personnages. Là, c'est un film très, très fin, c'est un film psychologique très, très fin. Je pense que le public, qu'on soit dans la trentaine ou pas, ou bien on va se reconnaître, ou bien on va reconnaître du monde autour de nous. C'est un beau portrait de génération et ben, c'est aussi très, très, très bien filmé. Puis Oslo, puis tout l'univers autour, ça nous, comment je dirais, il y a quelque chose d'exotique là-dedans. Ça nous permet de voyager un peu. Donc, le cinéma joue un très beau rôle dans ce film-là. Mais puis, Dieu sait qu'on a besoin de voyager ces temps-ci. Oui, oui. Donc, c'est une façon qu'on pourra le faire en images. Ouais. Et on termine notre saison de Cinégrou le 15 juin prochain avec un film belge, Une vie démente. Ce film a remporté notamment le prix du meilleur film et de la meilleure actrice à la dernière cérémonie des Magritte du cinéma en Belgique. Oui, c'est un film belge et c'est pas une figure de style, le titre Une vie démente. C'est donc l'histoire d'un trentenaire qui a une amoureuse et la mère de ce personnage masculin va passer d'un état psychologique normal. C'est une femme âgée, mais très active. Elle travaille dans un centre d'exposition d'art, une galerie d'art. C'est une femme hyper stimulante, mais là, tout à coup, on observe que au plan cognitif, elle se dégrade. Et moi, c'est un film qui m'a extrêmement touché parce que, bon, on peut parler d'Alzheimer, on peut parler de démence. On connaît tous quelqu'un et de plus en plus parce qu'on vit de plus en plus longtemps dans nos sociétés, de plus en plus vieux. Et face à la démence ou à la maladie mentale, on a un rapport de deuil. Le deuil s'installe très, très rapidement et c'est comme si, devant une personne démente, on était tenté d'être déjà en deuil alors qu'elle est bien vivante devant nous. Alors, le couple va passer par différents stades dans cette expérience d'accompagner une dame âgée. Et puis, sans vous dévoiler la fin, je vais vous dire, la conclusion à laquelle ils vont arriver peut être très inspirante pour nous, les spectateurs. Je pense qu'il y a une leçon de vie à tirer de ce film-là et c'est pour cette raison-là qu'il est sorti des frontières de la Belgique et qu'il circule beaucoup. Il y a un point de vue sur la démence
vraiment, vraiment original, qui peut nous amener à réfléchir à notre propre rapport à notre entourage. Et c'est pas parce que c'est un sujet plus sérieux que c'est un film qui est lourd. Il est pimenté de plein de petits moments cocasses. Et pour vous donner un aperçu du feeling du film, mais on va en regarder un extrait ensemble. C'est bien de faire l'exercice. Oh, maman. Pour faire un enfant, faut faire l'exercice. Mais non, mais... Maman, c'est une place... Suzanne, c'est une place handicapée. Qu'est-ce que t'as en ce moment? C'est quoi le problème, maman? Elle est déclarée en retraite de toute activité depuis 2 ans. Mais qui a fait ça? C'est ouais. Fort. Mais c'est vous, c'est madame qui a fait ça. C'est madame. Mais madame, vous êtes dans ma voiture? On peut pas te laisser toute seule. Je suis bien toute seule. On peut pas te laisser toute seule. Laisse tranquille toute seule. La maladie, elle va pas se stabiliser, ça tu sais, hein. Mais on va pas avoir un enfant maintenant, c'est le bordel. Mais c'est tout le temps le bordel, la vie c'est le bordel. C'est magnifique, les couleurs. Je vous félicite, quel magnifique travail. Si vous avez besoin que quelqu'un vienne l'aider et qu'elle refuse de voir qu'elle est malade... Ah, c'est bien. C'est bien, ouais. Ça vous plaît? Ouais. C'est comme si parce que ta mère était malade, on n'avait pas le droit de s'amuser, qu'on n'avait pas le droit de vivre en fait. Moi j'arrive pas à voir qu'elle est heureuse, j'arrive juste à voir que c'est plus elle. Non, 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 là-bas, non, non. Voilà. Encore une fois, Éric, merci de nous avoir déniché ces films. Je rappelle aux gens à la maison que vous pouvez dès maintenant vous procurer vos billets pour ces projections au odysseine.com. Et je vous rappelle également qu'il reste 2 films à notre programmation d'hiver, soit Maria Chapdelaine le 9 mars prochain. Et on aura la présence de Sarah Monpetit et Sébastien Ricard. Donc, ça devrait être une rencontre et une soirée mémorable. Et le 23 mars prochain, on présentera le film Une révision. Alors, on espère de vous avoir de retour avec nous. Merci, Éric. À bientôt. À bientôt, tout le monde.